Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un jeu qu'on a beaucoup entendu parler sur les médias sociaux. Il s'agit du jeu La Baie des Marchands. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Final Frontier Game après une campagne Kickstarter. Il a été traduit en français par Super Meeple et il est distribué au Québec par ILO 307. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Johnny Pack, Carl Van Ostran et Drake Villarreal qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu sera de devenir le marchand le plus prospère et de faire le plus d'or dans la partie. C'est un jeu euro asymétrique où chaque marchand va avoir un gameplay complètement différent avec son propre matériel et ses propres règles pour la façon de créer ses marchandises. Les joueurs vont ensuite tenter de vendre ces marchandises sur les différents quais où les aventuriers seront accostés pour pouvoir faire le plus d'or possible. C'est un jeu avec du placement d'ouvriers, une spéculation de marché et une piste de temps pour l'initiative. Alors, La Baie des Marchands, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois d'août 2021. On va installer une partie pour 4 joueurs pour vous montrer les 4 marchands qui sont dans la boîte de base. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table, et dans la section d'eau, donc dans la baie, on va placer les 6 bateaux en prenant soin de placer 3 bateaux de chaque côté de l'île des Dragons. On va ensuite préparer le deck de cartes habitants. On doit prendre au moins 2 factions différentes avec les petits icônes qui sont en haut à droite des cartes, ou on peut simplement mélanger les 3 factions qui sont dans la boîte de base pour former le deck de cartes habitants qu'on va placer à son endroit sur le plateau principal. Par la suite, on va révéler face visible les 4 premières cartes habitants au milieu du plateau. On va mélanger les cartes corruption pour former un deck et on va placer cette pioche dans le bas du plateau. On va prendre un meeple d'aventuriers de chaque couleur et on va aller les placer dans les salles de clans des couleurs correspondantes sur le plateau principal. On aura le clan des guerriers en rouge, le clan des bardes en vert, le clan des sorciers en bleu et le clan des nobles en jaune. Tous les autres meeples des 4 couleurs d'aventuriers seront placés dans le sac et on va les mélanger. On va ensuite choisir une carte voyou pour la partie. On en a 3 dans la boîte de base. Disons qu'on choisit la carte voyou numéro 2. On va la placer dans le bas du plateau principal et les autres seront remises dans la boîte de jeu. Sur la carte voyou, on nous indique le nombre de voyous qu'on va placer dans le sac d'aventurier et le nombre de voyous qui seront placés dans le repère au début de la partie. Dans ce cas-ci, on nous dit de placer 3 voyous sur le repère et on nous dit d'aller en placer 4 à l'intérieur du sac d'aventurier pour la partie. À côté du plateau principal, on va faire une réserve avec les jetons de gemmes. Sur la section de l'horloge dans le bas du plateau principal, on va placer le marqueur de phase marché sur le chiffre 12 et on va aller placer les 2 marqueurs souris sur les 2 aiguilles de l'horloge. Tous les joueurs vont ensuite se choisir une couleur et vont recevoir de leur couleur leur bannière, leur marqueur d'or ainsi que leur marqueur de temps. Les joueurs vont placer leur marqueur d'or sur la case de départ de la piste d'or qui représentera les points de victoire pendant la partie. Et les joueurs vont empiler les marqueurs de temps les uns par-dessus les autres de façon aléatoire et les placer sur la case numéro 1 de l'horloge. Ensuite, les joueurs vont se prendre un marchand pour la partie. On peut déterminer de façon aléatoire en utilisant les cartes marchands. Donc, un joueur pour incarner le forgeron, un autre joueur le capitaine, l'alchimiste et le chronomancien. Chacun des joueurs va prendre son propre livret d'instructions pour son marchand, ainsi que son plateau équipe pour son marchand et tout le matériel qui est propre à son marchand.
Il recevra aussi son plateau personnel qui sera propre au marchand qu'il a décidé d'incarner pour la partie. Une fois qu'il aura ramassé son plateau et tout son matériel, chacun des joueurs pourra faire sa propre mise en place individuelle selon son marchand. Pour l'alchimiste, il va prendre le plateau boutique alchimiste, son livret d'instructions, va placer son plateau équipe devant lui, va se faire une réserve avec ses jetons de marchandises. Tous les joueurs auront des marchandises des 4 couleurs, donc jaune, bleu, verte et rouge, et on aura 2 formats de marchandises, soit des petites et des grandes. Dans le cas de l'alchimiste, ces petites marchandises seront des potions et ces grandes marchandises des élixirs. Le joueur va placer son étal devant lui pour y placer les marchandises qu'il fabriquera pendant la partie. Le joueur alchimiste va prendre son distributeur de billes et va aller le fixer dans le haut de son plateau boutique avec une inclinaison. Il va placer ses 26 billes d'ingrédients de différentes couleurs dans son sac pour les mélanger. Par la suite, il va en prendre de façon aléatoire 8 et va les laisser tomber dans son distributeur de billes dans le haut de son plateau boutique. Ce seront les billes qu'il aura accès en début de partie. Le reste des billes dans le sac formeront sa réserve d'ingrédients. Il va recouvrir les 4 icônes de mécénat qui correspondent aux 4 clans du plateau principal avec ses 4 jetons d'extrait d'Icor sur son plateau boutique. Et finalement, il va placer sa figurine d'alchimiste sur la case d'action d'utiliser son équipe sur son plateau boutique. Pour le capitaine, il va placer son plateau carte devant lui à côté de son livret d'instructions. Il va placer son plateau équipe devant lui, sa boussole, son étal pour les marchandises qu'il gagnera en cours de partie. Il va se faire une réserve avec ses petites marchandises qui sont des fruits de mer. Et pour ses grosses marchandises qui sont des trésors, il va se faire une réserve face cachée. Il va ensuite placer, en toujours face cachée, une tuile trésor dans chacune des îles de son plateau carte. Il va prendre ses jetons de navire et va les placer au centre de ce plateau carte sur la baie des serpents. Et finalement, il va prendre sa figurine de capitaine et la placer sur la case « Activer son équipe » de son plateau carte. Il va aussi se faire une réserve avec ses 7 jetons de pièces maudites devant lui. Pour le chronomancien, il va placer son plateau chronomancien devant lui à côté de son livret d'instructions. Il va placer aussi sur la table son plateau équipe, son étal de marchandises. Il va se faire une réserve avec ses marchandises. Les petites marchandises seront des reliques et les grandes marchandises des artefacts. Il va placer ses 4 jetons heures gelés sur les 4 icônes de mécénat dans le haut de son plateau chronomancien. Il va prendre ses 2 tuiles de fragments de portail de départ et va les placer dans les 2 emplacements du haut sur la face blanche de son plateau principal. Et il va prendre au hasard 2 autres tuiles aussi du côté blanc pour compléter ses portails sur son plateau chronomancien. Le reste des tuiles fragments de portail seront placées du côté bleu les unes à côté des autres pour former le flux temporel. Le chronomancien, lui, a 2 figurines. Il a sa figurine de chronomancien et sa figurine d'assistant. Les 2 vont commencer sur leurs cases respectives d'action sur la machine temporelle de gauche de son plateau chronomancien. Pour le forgeron, il va placer son plateau boutique forgeron devant lui à côté de son livret d'instructions. Il va aussi placer sur la table son plateau équipe, son étal pour ses marchandises qu'il fabriquera pendant la partie. Il va se faire une réserve avec ses jetons de marchandises. Ces petites marchandises représentent des pièces d'armure et les grandes marchandises représenteront des armes. Il va se faire une réserve avec ses dés. Il va prendre un dé de chaque couleur qu'il va aller placer sur les icônes de mécénat des couleurs correspondantes dans son four à fusion dans le bas de son plateau boutique. Il va ensuite placer ses dés noirs dans les différents fourneaux avec les valeurs indiquées sur son plateau. Donc 1 dans le premier four, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième et 4 dans le quatrième. Finalement, il va placer sa figurine de forgeron sur la case « Activer son équipe » de son plateau boutique. Et pour terminer sa mise en place, il va prendre les dés restants dans sa réserve et va les lancer et les garder sur les résultats obtenus. Une partie de la baie des marchands se joue en 3 manches.
Dans chacune des manches, premièrement, on va piocher des meeples d'aventurier dans le sac et on va en placer 2 dans chacun des 6 bateaux, ce qui va donner une idée des clients potentiels que les joueurs auront pour vendre leurs marchandises. Ensuite, on passe à la phase de production. C'est là que les joueurs vont prendre des actions sur leur plateau personnel pour pouvoir fabriquer des marchandises, des petites ou des grandes marchandises des 4 couleurs. L'ordre de tour de jeu sera déterminé par la position des marqueurs de temps sur l'horloge. C'est toujours le marqueur du joueur qui est le plus éloigné, le plus en retard ou au-dessus du paquet s'il y en a plusieurs, un par-dessus les autres, qui va prendre son tour de jeu. Chacune des actions qu'on va exécuter sur notre plateau personnel va coûter un certain nombre de temps en heures et après avoir exécuté une action, on va avancer du nombre d'heures avec notre marqueur de temps sur l'horloge. À différents endroits sur l'horloge, on va devoir piocher des meeples dans le sac pour pouvoir les placer sur les bateaux pour compléter les emplacements. Lorsqu'un bateau sera plein, on pourra l'accoster sur un des quais libres dans cette section de la baie. Lorsque tous les marqueurs de temps auront rattrapé le marqueur de phase marché ou l'avoir dépassé, ça va mettre fin à la phase de production. On va passer à la phase de marché et c'est là que les joueurs pourront vendre les marchandises qu'ils ont fabriquées aux différents clients qui vont se retrouver sur les 3 quais de la baie. On va faire cela pour 3 manches et à la fin de la 3e manche, le joueur qui sera le plus riche, qui aura marqué le plus de points, sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est la phase d'arrivée. On va premièrement piocher des meeples d'aventurier dans le sac et on va en placer de façon aléatoire 2 dans chacun des 6 bateaux de la baie. Cela va donner un aperçu aux joueurs des couleurs qui sont disponibles, qui pourront devenir des clients potentiels pour vendre des marchandises. Les couleurs des meeples représentent les 4 mêmes couleurs des marchandises, donc s'il y a beaucoup de meeples rouges, cela veut dire que mes marchandises rouges vont valoir plus cher lorsqu'on va arriver dans la phase de marché. Les 4 phases d'une manche sont d'ailleurs illustrées dans le bas du plateau principal, donc on commençait avec la phase d'arrivée. Maintenant, passons à la 2e phase qui est la phase de production. C'est là que les joueurs vont exécuter des actions sur leur plateau personnel pour fabriquer des marchandises. Tout d'abord, on doit déterminer le joueur actif pour qu'on sache quel joueur doit exécuter une action. C'est toujours le joueur qui est le plus en retard sur l'horloge avec son marqueur de temps. Si jamais tous les marqueurs sont au même endroit, comme au début de la partie, à ce moment-là, c'est le marqueur qui est sur le dessus qui va prendre son action en devenant le joueur actif. Dans ce cas-ci, c'est notre joueur orange qui commencerait la partie comme joueur actif. Chaque plateau de marchand est différent. On y retrouve différents cercles d'action sur le plateau pour pouvoir fabriquer nos marchandises. Premièrement, le joueur doit choisir quelle action il veut exécuter. Il ne peut pas exécuter l'action où se trouve sa figurine de marchand. Il doit obligatoirement la déplacer vers un autre cercle d'action. Donc, par exemple, le forgeron pourrait décider de déplacer sa figurine vers cette action. On vous expliquera un peu plus tard l'effet de toutes les actions de tous les plateaux des marchands. Pour l'instant, on vous explique le fonctionnement général de la phase de production. Une fois son action choisie, il va exécuter ce qu'il a à faire avec celle-ci. Et on voit que chaque action est associée à un certain nombre de sabliers qui représentent les heures que ça prend pour faire cette action. La majorité des actions vont prendre soit 1 heure ou 2 heures selon le nombre de sabliers qu'on y retrouve. Certaines actions ont même des coûts en corruption avec l'icône du crâne, ce qui veut dire que le joueur devra piocher une carte de corruption après avoir exécuté cette action. Une fois que le joueur a exécuté son action, qu'il a pioché ses cartes de corruption s'il y en avait dans le coût d'activation de son action, il va mettre à jour l'horloge, c'est-à-dire qu'il va avancer du nombre d'heures qu'il y avait de nombre de sabliers sur le coût de son action. Comme notre forgeron vient de faire une action qui coûte 1 sablier, il va avancer de 1 son marqueur de temps sur l'horloge. Et ensuite, ça met fin à son tour de jeu. On va déterminer qui est le nouveau joueur actif et on va continuer la phase de production ainsi. C'est donc le joueur jaune qui commencerait son premier tour de jeu. Disons qu'il fait une action qui coûte 2 heures, il avance de 2. C'est ensuite au joueur mauve à jouer. Disons qu'il va faire une action qui lui coûte aussi 2 temps. Notre joueur bleu, même chose, fait une action qui lui coûte 2 temps. Et maintenant, on retourne au joueur orange, puisque c'est lui qui est le plus en retard sur l'horloge. Et disons qu'il fait une action qui lui aussi coûte 2 de temps. Donc, il va avancer jusqu'à 4 sur l'horloge. Et on voit qu'il vient de dépasser la première place où il va devoir piocher un meeple d'aventurier dans le sac pour l'ajouter dans les bateaux.
Donc, lorsqu'on dépasse un symbole de meeple sur l'horloge, on va exécuter l'action de charger les bateaux. Le joueur actif va donc piocher au hasard un meeple du sac et va devoir le placer dans un des bateaux qui est encore en mer, c'est-à-dire un bateau qui n'a pas accosté à un des 3 quais. Donc, je pourrais décider de le placer à cet endroit-là, par exemple, puisqu'il y avait des emplacements libres dans ce bateau. Plus la phase de production va avancer et plus les joueurs vont piocher des meeples, vont les ajouter dans les bateaux pour pouvoir essayer d'influencer les couleurs qui seront disponibles pour acheter les marchandises dans la phase de marché. Lorsqu'un bateau sera rempli, c'est-à-dire qu'on va déposer un 4e aventurier à l'intérieur de celui-ci, le joueur qui vient d'effectuer cette action de charger un bateau va devoir accoster ce bateau sur un des quais qui est disponible de son côté de la baie. Donc, par exemple, j'aurai le choix entre cet emplacement ou celui-ci pour mon bateau. Je vais décider de l'envoyer à cet endroit-là. Et on va décharger les meeples sur le quai correspondant. Donc, il y aura 4 meeples rouges sur le quai central. On va continuer ensuite à piocher des meeples à force qu'on va dépasser les symboles d'action de charger les bateaux sur l'horloge. Et éventuellement, on va réussir à remplir un autre bateau. Et là, je n'aurai pas le choix de l'envoyer à cet endroit-là, par exemple. On va placer les meeples sur le quai. Et le 3e bateau, lui, il n'y aura pas de place pour lui, malheureusement, dans cette manche. À ce moment-là, on va défausser tous les meeples qui se retrouvent à l'intérieur de ce bateau et on va les placer dans les salles de clan correspondantes sur le plateau principal. Et on va défausser ce bateau pour le reste de la manche. Et on va continuer ainsi à faire des actions, avancer sur l'horloge, à faire accoster d'autres navires. On va décharger les meeples sur le quai central. Et ici, on va compléter un dernier navire. On va l'envoyer à cet emplacement-là. On va décharger les meeples. Et les 3 qui sont ici seront envoyés dans leur salle de clan respective sur le plateau principal. Lorsque les 4 bateaux auront accosté, on va déplacer le marqueur de phase de marché sur la première case libre de l'horloge en descendant vers les marqueurs de temps des joueurs. Et ensuite, on va continuer les tours de jeu et jusqu'à temps que les joueurs atteignent ou dépassent le marqueur de phase du marché. À ce moment-là, ça va mettre fin à la phase de production. Maintenant, regardons toutes les actions que les marchands peuvent exécuter sur leur plateau personnel pour fabriquer leurs marchandises. Premièrement, il y a 2 actions qu'on retrouve sur le plateau de tous les marchands, c'est-à-dire l'action qui permet de recruter ou remplacer une carte habitant et l'action qui permet d'activer son plateau équipe. Toutes les autres cases d'action sont propres à chaque marchand dans son fonctionnement pour fabriquer ses marchandises. Donc à son tour de jeu, l'alchimiste pourrait se déplacer et aller activer l'action de recruter une carte habitant. On voit qu'elle a un coût variable en temps, donc on a un point d'interrogation. Ça va dépendre quelle carte d'habitant on va recruter et on va utiliser les coûts qui sont sur le plateau principal. On peut donc recruter une des 4 cartes habitants qui se trouvent sur le plateau principal et on voit qu'il y a un coût d'associé en bas de chacune des cartes. Le coût sera en temps selon 1 ou 2 heures et on va avoir certaines cartes qui vont aussi nous donner une carte corruption. Donc, si je veux recruter 7 habitants, ça va me coûter 2 heures pour faire cette action. Donc, je vais avancer de 2 sur l'horloge, mais je ne gagnerai pas de corruption. Je vais ensuite prendre la carte et je vais d'abord activer le pouvoir de la carte. Celle-ci, c'est de fabriquer une petite marchandise bleue. Donc, je vais prendre une potion bleue et je vais la placer sur mon étal pour dire qu'elle est fabriquée. Ensuite, je vais pouvoir glisser cette carte d'habitant sous une des 4 cases d'action de mon plateau équipe. Disons que je décide de la placer à cet emplacement. Après avoir acheté une carte habitant, on va déplacer les cartes restantes vers la droite et on va aller piocher une nouvelle carte dans l'emplacement libre. À chaque fois qu'on fait l'action de recruter une carte habitant, on peut décider de la placer dans un emplacement libre du plateau d'équipe ou on peut remplacer une carte habitant existante déjà pour pouvoir prendre sa place. La deuxième action commune à tous les joueurs est l'action d'activer son plateau équipe, c'est-à-dire qu'on va activer toutes les cases d'action où on a placé des cartes d'habitants. Dans ce cas-ci, si j'active cette action, je vais pouvoir activer ces 2 cases d'action puisque j'ai un paysan placé à chacun de ces 2 emplacements. Le joueur est libre d'activer les actions dans l'ordre de son choix. Je pourrais faire celle-ci en premier et celle-ci en deuxième ou vice-versa. Donc plus on va avoir de cartes d'habitants de placer sur notre plateau équipe et plus cette action va être puissante.
On vous expliquera le fonctionnement des 4 cases du plateau d'équipe de l'alchimiste lorsqu'on aura expliqué tout son fonctionnement avec ses autres cases d'action. Regardons maintenant les actions qui sont propres à l'alchimiste. Donc, on a 3 cases d'action ici qui sont 3 fois la même action, qui est l'action de prendre des billes dans le distributeur pour pouvoir les gagner et ensuite aller les placer dans ses chaudrons. Chacune de ces 3 actions fonctionne de la même façon. Les coups vont être différents. Celle du haut a un coût de 1 temps et 1 point de corruption, alors que les 2 autres ont un coût de 2 heures. Donc le joueur pourrait choisir par exemple d'aller exécuter cette action pour prendre des billes. Et chacune des actions va être associée à une des rangées de billes. Donc la dernière ici en bas où j'ai placé ma figurine correspond aux 2 billes du bas du distributeur. Celle du centre correspond à la rangée du centre et celle du haut, la rangée du haut. Lorsqu'on exécute cette action, on va choisir une couleur de billes et on devra ramasser toutes les billes de cette couleur qui sont présentes dans cette rangée, en plus de toutes les billes noires d'Icare qui seront présentes dans cette rangée. On va aussi gagner les billes de cette couleur et les billes d'Icare qui vont tomber dans cette rangée lorsqu'on va retirer des billes. Donc, je pourrais choisir la couleur rouge. Je vais retirer la bille noire d'Icare en premier. Ensuite, on voit que j'ai une bille rouge qui va s'insérer à cet endroit. À ce moment-là, on va gagner aussi la bille rouge. Celle-ci est censée tomber comme ça. Et ensuite, je vais encore ramasser la bille d'Icare et une autre bille d'Icare, ce qui fait que j'aurai ramassé 4 billes avec cette action. Le joueur doit ensuite distribuer ses billes à l'intérieur de ses chaudrons. Il peut placer plusieurs billes dans le même chaudron et peut les séparer tant qu'il y ait des espaces libres dans ses chaudrons. Si jamais tous les espaces de ces chaudrons sont déjà remplis, à ce moment-là, les billes de couleur seront simplement remises dans le sac et les billes d'Icare noir seront mises dans le chaudron de déchets toxiques sur le côté du plateau. Si le joueur a de la place dans ses chaudrons, il doit obligatoirement placer toutes les billes qu'il vient de gagner. Je pourrais donc placer ma bille rouge dans ce chaudron, mais il faut faire attention car si on place 3 billes d'Icare dans le même chaudron, ce chaudron va exploser et à ce moment-là, les billes vont se ramasser dans le déchet toxique sur le côté. Donc on va essayer de séparer nos billes noires pour pas qu'il y en ait 3 dans le même chaudron. Une fois ces billes placées dans ces chaudrons, le joueur va aller piocher des billes dans son sac et va les laisser tomber dans le décanteur pour remplacer celles qu'il vient de prendre avec son action. Sur son plateau, on retrouve la distribution des billes dans son sac. Il y a 6 billes noires, 6 billes vertes, 6 billes rouges, 4 billes jaunes et 4 billes bleues. Les billes noires d'Icare sont considérées comme des jokers, donc on peut les utiliser comme des billes de n'importe quelle couleur, à condition qu'il y ait au moins une bille d'une couleur dans le chaudron. Donc avec sa prochaine action, le joueur pourrait déplacer sa figurine, aller sur l'action du haut. Ça va lui coûter un temps et il va piocher une carte corruption. Pourrait choisir la couleur verte, va retirer cette bille verte et ensuite les 2 autres qui vont tomber dans cet emplacement. Ça va lui faire 3 billes avec son action. Je vais en placer 2 dans le chaudron ici avec ma bille noire et une dans le chaudron d'à côté. Et ensuite, je vais aller piocher 3 nouvelles billes que je vais placer dans mon distributeur. Donc l'alchimiste va utiliser ses actions pour pouvoir gagner des billes d'ingrédients et les placer dans ses chaudrons. Lorsqu'il aura assez d'ingrédients dans ses chaudrons, il va aller prendre l'action qui est au centre de son plateau, qui est l'action de brasser des potions, qui va lui coûter 1 heure de temps. Lorsque l'alchimiste prend cette action, il peut brasser une recette dans chacun de ses chaudrons. Il a le choix entre les 3 recettes qui sont décrites dans le bas de son plateau alchimiste. Donc pour 2 ingrédients de la même couleur, il peut fabriquer une petite marchandise, donc une potion. Pour 2 ingrédients de la même couleur et une autre bille, peu importe sa couleur, il peut fabriquer une grande marchandise, les élixirs. Et pour n'importe quelle 3 billes dans son chaudron, il peut fabriquer un extrait d'Icare, qui sont les petits jetons qui sont juste au-dessus des chaudrons. Lorsqu'il décide d'utiliser les ingrédients dans un chaudron, il va utiliser tous les ingrédients qui s'y trouvent, même s'il fait une recette qui se demande seulement 2 ingrédients et qu'il y en a 3, il va utiliser les 3 billes qui sont dans son chaudron. Donc il aurait intérêt à prendre une des 2 autres recettes qui prend 3 ingrédients. Il peut brasser une recette pour chacun de ces 4 chaudrons qui contient assez de billes d'ingrédients.
Et les ingrédients d'Icor, donc les billes noires, sont considérés comme des jokers, donc je pourrais leur donner la couleur de mon choix. Disons que je vais utiliser cette recette, donc de fabriquer un extrait d'Icor avec mon premier chaudron qui contient 2 billes d'Icor et une bille rouge. Ma bille de couleur va retourner dans le sac, mais mes billes d'Icor seront placées dans le chaudron de déchets toxiques qui est sur le côté de mon plateau. On va commencer par remplir les cases qui sont les plus basses et on va y aller en montant. Ensuite, je vais descendre l'extrait d'Icor dans un des 3 emplacements de billes. Donc cet extrait sera en permanence dans le chaudron et comptera comme une bille noire. Donc c'est-à-dire que ça nous donnera un joker permanent dans ce chaudron pour le reste de la partie. De plus, on vient de libérer un icône de mécénat qui va nous donner des points de victoire, donc de l'or supplémentaire dans la phase de marché. Dans mon deuxième chaudron, je vais utiliser cette recette donc pour fabriquer une grande marchandise. J'ai 2 billes vertes et une bille de n'importe quelle couleur. Je vais donc remettre mes 2 billes vertes dans mon sac et placer ma bille d'Icor dans le chaudron de déchets toxiques. Si on arrive en haut d'une rangée, on va gagner un point de corruption, c'est-à-dire qu'on va aller piocher une carte de corruption. Et cela me permet de fabriquer une grande marchandise verte, donc un élixir vert qu'on va placer sur son étal. Et malheureusement, je ne peux rien brasser dans mon troisième chaudron qui contient seulement une bille, donc il me faut au minimum 2 billes identiques pour pouvoir faire une petite marchandise. Ce qui va mettre fin à mon action de brasser. Et la dernière action de notre plateau d'alchimiste, qui est celle ici, qui va nous coûter 1 heure, est l'action de nettoyer de l'Icor dans le chaudron de déchets toxiques. Cette action nous permet de prendre toutes les billes d'Icor du chaudron de déchets toxiques et de les remettre dans notre sac de billes. Et pour les 4 actions du plateau d'équipe de l'alchimiste, on a l'action du récureur qui nous permet de remettre dans le sac jusqu'à 2 ingrédients de n'importe quel chaudron. L'action du marmiton qui nous permet de prendre un ingrédient dans le décanteur ou un ingrédient dans un chaudron et de le placer dans un autre chaudron, dans un emplacement libre. On a l'action du touilleur qui nous permet de faire l'équivalent d'une action de brasser, mais juste seulement dans 2 chaudrons au maximum. Et finalement, on a l'action du surveillant qui nous permet de défausser une de nos cartes de corruption. Pour le capitaine, il a lui aussi les 2 actions communes d'aller recruter une carte habitant et d'utiliser son équipe. Et il a 4 actions qui sont propres à lui sur son plateau carte. Sa première action, qui est celle-ci qui coûte seulement 1 heure, est l'action de déplacer un seul vaisseau d'une case, c'est-à-dire qu'il va pouvoir traverser une ligne pointillée avec un de ses 4 navires. Donc pour cette action, je pourrais décider d'avancer ce navire à cet emplacement en traversant la ligne pointillée qui est ici. Cette action coûte peu de temps, mais fait seulement un déplacement. Quand le joueur veut se déplacer de plus d'une case, il va exécuter l'action qui est juste au-dessus, qui est l'action de tourner la boussole et de se déplacer, qui va coûter 2 heures de temps à effectuer. Lorsque le capitaine choisit cette action, il va faire tourner la flèche de la boussole, donc l'aiguille, et il va obtenir les points de déplacement qui sont sur la case obtenue. Donc ici, j'aurai 3 points de déplacement et ça va me coûter 2 pièces maudites. Donc on va commencer par prendre 2 pièces maudites de notre réserve et on va aller les placer sur l'île aux pirates dans le haut de notre plateau carte. Ensuite, il va dépenser ses 3 points de déplacement parmi ses 4 navires. Il peut séparer ses points de déplacement. Il peut en donner 3 au même navire ou il peut faire 3 déplacements de 1 avec 3 navires différents, etc. On peut aussi utiliser des raccourcis sur la carte pour se déplacer en diagonale. Donc les icônes qui sont aux jonctions des différentes zones. Donc je peux utiliser ce raccourci pour faire la diagonale. Donc je pourrais me déplacer de 1 comme ceci en utilisant ce raccourci. Mais à chaque fois que j'utilise un raccourci, je vais devoir prendre une pièce maudite et la placer sur l'île des pirates. Lorsqu'on se déplace dans une zone où il y a un trésor, on va révéler face visible ce trésor. Donc on va maintenant savoir la couleur de celui-ci. Et il me resterait 2 autres points de déplacement, donc je vais déplacer un autre navire de 2 pour aller voir l'identité du trésor qui est ici. Si avec cette action, l'aiguille de la boussole tombe dans la zone qui est ici, on voit qu'il y a un icône particulier qui nous permet de continuer à tourner l'aiguille et à exécuter cette action pour déplacer des vaisseaux. Pour l'activer, on doit payer un point de corruption, c'est-à-dire qu'on doit piocher une carte corruption.
Donc si on arrive ici, on va faire 2 points de déplacement, ça va nous coûter une pièce maudite. Disons que je vais me déplacer de 2 pour aller voir le trésor qui est ici. C'est un trésor vert. Et j'ai décidé de prendre carte corruption pour activer le symbole qui est ici, ce qui me permet de continuer à jouer avec cette action. Donc on pourrait la faire plusieurs fois de suite. On arrive encore sur cette case. Donc je vais payer une pièce maudite. Je vais faire 2 de déplacement. Je vais me déplacer de 2 ici pour aller à l'île des pirates. Et si je veux, je peux encore continuer. Donc je pourrais prendre une autre carte corruption et je vais continuer mon action. Et encore une fois, j'ai réussi. Ça va me coûter 1 point, une pièce maudite sur l'île des pirates. Je vais me déplacer de 2 pour aller ici en utilisant le raccourci et ma dernière pièce maudite. Et on révèle un trésor jaune. Maintenant, je pourrais décider de continuer, mais je trouve que mes vaisseaux sont bien positionnés. Donc à ce moment-là, je vais décider d'arrêter mon action. Si jamais on n'a plus aucune pièce maudite dans notre réserve, comme c'est mon cas présentement, et que je dois faire une action qui me coûte des pièces maudites, à ce moment-là, chaque pièce maudite que je devrais placer sur l'île des pirates va me faire piocher des cartes corruption. La prochaine action du capitaine est l'action d'importer qui est ici et qui va coûter 2 heures à effectuer. Cette action nous permet de collecter les trésors aux endroits où on a des navires. Donc je pourrais gagner ici le trésor jaune, je gagnerai le trésor rouge et le trésor vert. Alors que mon 4e navire, lui, est à l'île des pirates. Donc lui, il va me faire regagner mes 7 pièces. En fait, toutes les pièces qui sont sur l'île des pirates, on va les regagner. Et on va marquer un or, donc 1 point de victoire pour chacune de ces pièces. Donc ici, ça me donnerait 7 points de victoire. Je vais avancer de 7 sur la piste d'or du plateau principal. Par contre, tous mes navires qui ont effectué une importation vont revenir à la case de départ, donc de l'île au serpent, au centre du plateau. Et à la fin de l'action d'importation, on va piocher des nouveaux trésors qu'on va placer sur les îles où il n'y en a plus. On va les placer évidemment face cachée. On devra donc refaire des actions pour se déplacer et repositionner nos navires à d'autres endroits stratégiques. Disons que je viens de passer un tour à exécuter une action pour redéplacer mes navires et que je les ai positionnés comme ceci. La dernière action qui me reste à vous expliquer est l'action de pêche, qui va aussi coûter 2 heures à exécuter. Lorsqu'on fait l'action pêcher, on va activer tous les icônes où il y a des hameçons. Ça va nous permettre de gagner les fruits de mer, qui sont des petites marchandises. Et ça peut nous permettre aussi d'enlever des pièces d'or de l'île des pirates pour les gagner en points. Donc ici, je gagnerai une petite marchandise rouge que je vais placer sur mon étal. Ici, une petite marchandise verte. Ces 2 navires vont revenir aussi à la baie des serpents après avoir exécuté leur action de pêche. Et ici, mon navire qui va pêcher 4 pièces maudites de l'île des pirates que je vais remettre dans ma réserve. Et je vais gagner 1 point de victoire, donc 1 or pour chacune d'entre elles. Et ce navire va aussi revenir à la baie des serpents. Et pour les 4 actions de son plateau équipe, on a ici l'action du navigateur qui nous permet de faire 2 points de déplacement avec nos navires et qu'on va devoir placer une pièce maudite sur l'île des pirates. On a ensuite l'action du pêcheur qui nous permet de faire l'équivalent de l'action pêcher mais avec un seul navire. On a ensuite l'action du chasseur de trésors qui va nous permettre de retirer une pièce d'or maudite, la remettre dans notre réserve et d'avancer notre marqueur d'or, notre marqueur de points de 1 sur la piste de score. Et finalement, comme tous les autres, on a l'action du surveillant qui nous permet de défausser une de nos cartes de corruption. Pour le chronomancien, il a 2 particularités. La première, c'est qu'il a 2 figurines de personnages. Il a la figurine du chronomancien et la figurine de son assistant. La deuxième, c'est que ces cases d'action vont changer en cours de partie puisqu'elles sont représentées par les 6 portails au centre de son plateau. Il y a aussi 4 cases d'action, donc 2 de part et d'autre des portails, qui sont les 2 machines temporelles. Et dans ces machines temporelles, on a des cases qui sont associées à l'assistant et des cases qui sont associées au chronomancien. Les personnages vont ignorer les cases de l'autre personnage, donc ils vont tout simplement passer par-dessus. Le chronomancien a aussi des restrictions quant au mouvement de ces 2 figurines. Lorsque vient son tour de jeu, il devra choisir une de ces 2 figurines et il va la déplacer pour aller exécuter une action.
Le chronomancien ne peut jamais dépasser son assistant, donc c'est de l'assistant qui devra jouer en premier au début de la partie. Les figurines du chronomancien vont se déplacer sur les portails comme une rondelle d'action, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par se déplacer dans la rangée du haut, ensuite devront passer par la machine temporelle de droite, et ensuite aller dans la rangée de portails du bas pour aller dans la machine temporelle de gauche, et ainsi de suite, pour se déplacer en suivant le sens horaire. Lorsqu'on déplace l'assistant, on peut le déplacer du nombre de cases que l'on veut, mais on doit obligatoirement arrêter à la prochaine machine temporelle. Donc j'ai 4 choix de déplacement pour le début de la partie. Je peux aller sur n'importe quel des 3 premiers portails, ceux de la rangée du haut, ou je pourrais aller directement à la machine temporelle de l'autre côté. Disons que je vais sauter par-dessus les portails et je vais aller dans la machine temporelle pour faire l'action figer le temps. Lorsqu'on exécute cette action, il va nous coûter 2 heures en temps et on va gagner 2 jetons d'heures gelées. Donc on va les retirer du plateau sur les emplacements de notre choix. Donc je pourrais prendre ces deux-là et les placer dans ma réserve. En retirant ces jetons, on va aussi révéler les icônes de mécénat qui pourront nous donner des bonus de points. À mon prochain tour de jeu, je ne peux pas déplacer mon assistant parce que lorsque l'assistant est dans une machine temporelle, il peut seulement quitter celle-ci si le chronomancien est avec lui. Donc il doit attendre que le chronomancien le rattrape avant de pouvoir se déplacer. Disons que je joue le chronomancien, je vais m'en aller sur le portail qui est ici. On voit que c'est l'action d'aller recruter une carte d'habitant et on voit que son coût va être dicté par les portails et non par ce qu'il y a sur le plateau principal. Ça me coûterait donc 2 temps pour recruter la carte personnage de mon choix. Disons que je recrute celui-ci. Ça me permet de faire une petite marchandise verte et je vais le placer sur cet emplacement de mon plateau équipe. Lorsqu'on est en possession de jetons d'heures gelées, je peux les dépenser, c'est-à-dire les remettre sur mon plateau principal pour diminuer le temps d'1 heure par jeton utilisé. Donc si je veux utiliser mes 2 jetons, l'action que je viens de faire de recruter une carte habitant me coûterait aucun temps. C'est-à-dire que je vais immédiatement rejouer un autre tour de jeu. Donc à mon prochain tour, je n'aurai pas le choix d'arrêter sur la machine temporelle. On est obligé d'arrêter sur celle-ci avant de commencer l'autre rangée de portails. Donc ici, j'emmènerai mon chronomancien pour exécuter son action spécifique qui est de décaler les lignes temporelles qui va coûter un temps à exécuter. Lorsqu'on exécute cette action, on va se choisir une tuile fragment de portail dans le flux temporel. On va la prendre, on va la placer du côté de cette machine. Donc ici, c'est la machine numéro 2. On va glisser la tuile et on va pousser les autres vers le bas. Ce qui veut dire qu'on va faire sortir la tuile du bas. En la sortant du plateau, on va la retourner de son côté bleu et on va la placer dans le flux temporel. Avec cette action, on va améliorer les coûts de nos actions puisque les tuiles bleues ont généralement moins de sablier que les tuiles blanches. Donc on va améliorer notre plateau en cours de partie. À mon tour suivant, je dois déplacer mon assistant puisque le chronomancien ne peut pas dépasser son assistant. Et je pourrais m'en aller, on s'en va ensuite sur la rangée du bas, donc je vais m'en aller sur le portail qui est ici. On voit que l'action va me coûter 2 temps puisqu'il y a 2 sabliers dans ce portail, mais il va me permettre de fabriquer une grosse marchandise, donc un artefact rouge que je vais placer sur mon étal. Les 2 portails de droite sont toujours pour les 2 actions communes, donc recruter des cartes habitants et activer son équipe, alors que les 4 autres portails vont nous permettre de fabriquer nos petites et nos grandes marchandises. Et on a aussi une icône qui est de mécénat avec un éclair, ce qui veut dire qu'on va activer le mécénat de ce clan sur le plateau principal. On va gagner 1 or par meeple qui se trouve dans la salle de clan de cette couleur. Et pour les actions du plateau équipe, on a d'abord l'action du recombobulateur qui nous permet de changer la couleur d'une petite marchandise. Donc je pourrais défausser ma marchandise verte et la transformer en une marchandise jaune. On a ensuite l'action de l'agrandisseur qui me permet de transformer une petite marchandise d'une couleur en une grande marchandise de la même couleur. Je pourrais donc défausser ma petite marchandise jaune et la transformer en une grande marchandise jaune. On a ensuite l'action du briseur qui nous permet de briser une grande marchandise en 2 petites. Donc je pourrais briser ma grosse marchandise rouge et la transformer en 2 petites marchandises rouges. Et comme tous les autres marchands, on a l'action du surveillant qui nous permet de défausser une carte corruption.
Pour le forgeron, il devra placer ses dés d'alliage, donc ses dés de couleur, à l'intérieur de ses fourneaux pour pouvoir fabriquer ses armes et ses armures pour les vendre dans la phase de marché. Chacun de ces 4 fourneaux commence avec un dé noir de charbon qui a une valeur précise au début de la partie. Il pourra influencer ces valeurs en cours de partie. La première action qu'il peut faire est d'aller alimenter un de ces 4 fours. Ce sont 4 actions qui fonctionnent sensiblement de la même façon. Disons que je vais aller dans le four qui est ici. Chacune de ces actions va coûter tout simplement 1 heure de temps à exécuter. Et lorsqu'on exécute l'action d'alimenter un four, on va utiliser nos dés d'alliage pour remplir les emplacements libres dans ce four. Les 2 premiers fours demandent 2 dés d'alliage et vont nous servir pour fabriquer nos grandes marchandises, nos armes, alors que les 3e et 4e fours prennent seulement 1 dé et vont nous permettre de fabriquer les pièces d'armure qui sont nos petites marchandises. Donc je pourrais placer mon dé bleu dans la partie du haut et mon dé rouge dans la partie du bas. C'est le dé qui est dans la partie du haut qui va déterminer la couleur de la marchandise qu'on va créer avec cette forge. Ma prochaine action, je pourrais me déplacer et aller alimenter mon 3e fourneau. Je vais placer un dé vert à l'intérieur de celui-ci et ça va me coûter 1 heure. Une autre action qu'on peut faire, c'est d'alimenter le four à fusion. C'est l'action qui est juste ici. Elle va aussi coûter 1 heure seulement. Et on va placer n'importe quel dé d'alliage à notre réserve dans l'emplacement du four à fusion. Sa couleur et sa valeur n'ont aucune importance pour cette action. Et son action principale au milieu de son plateau est l'action de forger qui va lui coûter 2 temps à exécuter et qui va permettre de forger une arme ou une armure en utilisant les dés d'alliage qui sont dans chacun de nos 4 fourneaux. Et en plus, ça va nous permettre de gagner un nouveau dé si on avait placé un dé dans le four à fusion. Donc je pourrais ici faire une arme, donc c'est un dé bleu qui est dans la partie supérieure. On va regarder du côté bleu. On va avoir besoin de 12 et plus en valeur de dés en additionnant tous les dés d'alliage et le dé de charbon. Donc ici on voit que j'ai 6 plus 6 plus 2, ça fait un total de 14. Donc c'est supérieur à 12, donc on est correct pour fabriquer notre grosse marchandise bleue qu'on va placer dans notre étal. Si j'avais eu seulement 10 ou 11 de valeur totale, on réussit quand même à fabriquer l'objet, mais à ce moment-là, on va aller piocher une carte corruption. Pour mon 2e fourneau, j'ai une valeur totale de 4, mais pour les armures, on veut des chiffres qui sont petits. Donc si c'est une marchandise verte, on regarde du côté où il y a la marchandise verte, je dois avoir 8 et moins en total avec la somme de mes dés. Donc ici, j'ai seulement 4, donc je suis correct pour fabriquer une petite pièce d'armure verte que je vais placer dans mon étal. Encore une fois, si j'avais eu une valeur de 9 ou 10, à ce moment-là, je réussis quand même à la fabriquer, mais je vais piocher une carte corruption. On va ensuite retirer les dés d'alliage qu'on vient d'utiliser pour fabriquer nos armes et nos armures. Et on voit que j'avais placé un dé dans le four à fusion. Je vais retirer ce dé et ça va me permettre de débloquer un de mes 4 autres dés d'alliage. Je vais me débloquer le dé bleu. Je vais l'ajouter à ma réserve et on voit que je libère l'icône de mécénat qui pourra nous donner des points bonus pendant la phase de marché. Si on ne réussit pas à atteindre les seuils minimums qui sont demandés dans un fourneau, à ce moment-là, on peut décider de retirer les dés qu'on avait placés ou on peut les laisser là en espérant qu'on va pouvoir augmenter la valeur ou diminuer la valeur du dé de charbon plus tard dans la partie. À la fin de l'action forgée, on va relancer tous les dés qu'on a retirés de notre plateau. Et si jamais on avait encore des dés dans notre réserve personnelle, on peut décider de les laisser sur les valeurs qu'on avait ou on peut décider de les relancer eux aussi. Comme c'est tous des dés que j'ai retirés de mon plateau, je n'ai pas le choix de les relancer et de les replacer dans ma réserve. Oh, c'est un Yadi de 5. Le forgeron a lui aussi évidemment les 2 actions communes, c'est-à-dire d'aller recruter une carte habitant et d'activer son plateau équipe. Et justement, pour les actions du plateau équipe, on a premièrement l'action du souffleur qui me permet d'ajuster les valeurs de mes dés de charbon de 3 points. Je peux distribuer ces points sur plusieurs dés ou les laisser sur le même dé. Donc par exemple, je pourrais augmenter celui-ci de 2 et je pourrais diminuer celui-ci de 1 pour cette action de souffleur. On a ensuite l'action du métallurgiste qui me permet de prendre des dés dans ma réserve et de les placer à l'intérieur d'un fourneau. Ici, on a l'action de l'apprenti, qui est l'équivalent d'une action de forger, mais qu'on peut forger avec un maximum de 2 fourneaux. Et comme tous les autres marchands, on a l'action du surveillant, qui me permet de défausser une carte corruption.
Et lorsque tous les marqueurs de temps auront atteint ou dépassé le marqueur de phase marché, cela va mettre fin à la phase de production et on va passer à la troisième phase qui est la phase de marché. C'est là que les joueurs pourront vendre les marchandises qu'ils ont réussi à fabriquer. Si on veut, on peut encore suivre l'ordre de tour de jeu dicté par les marqueurs de temps sur l'horloge pour savoir qui va exécuter sa phase de marché en premier et la jouer tour par tour. Par contre, si on veut accélérer le jeu, tous les joueurs peuvent jouer la phase de marché de façon simultanée. Tous les joueurs peuvent vendre des marchandises aux 3 quais de la baie. Donc sur le quai de gauche, on peut seulement vendre nos grandes marchandises. Sur le quai central, on peut vendre seulement nos petites marchandises. Et sur le quai de droite, on peut vendre les 2 types de marchandises. Mais c'est le quai du marché noir. Donc si on fait au moins une vente à cet endroit pendant la phase de marché, on va devoir piocher une carte corruption. Toutes les marchandises ont des valeurs d'imprimés sur celle-ci, des valeurs numériques. Les marchandises bleues et les marchandises jaunes valent un peu plus, car elles sont un peu plus rares que les marchandises rouges et les marchandises vertes. Lorsqu'on vend une marchandise, on va multiplier sa valeur par le nombre d'aventuriers de cette couleur qui se retrouvent au quai où on fait notre vente. Par exemple, ma marchandise rouge, petite marchandise rouge, vaut 3 pièces d'or, et si je la vends au quai central, il y a 4 meeples rouges, donc 3 x 4, ce qui veut dire que ça me rapporterait 12 or, donc j'avancerais de 12 sur la piste d'or autour du plateau principal. Au début de la partie, on avait pioché une carte voyou qui donne un pouvoir aux meeples de voyou. Dans la phase de marché, je peux les utiliser comme un meeple de la couleur de mon choix. Et en faisant ceci, je vais devoir par contre piocher une carte corruption. Donc si je veux encore plus augmenter la valeur de ma marchandise rouge, je pourrais piocher une carte de corruption et considérer le voyou comme un meeple rouge, ce qui me ferait un total de 3 en valeur pour ma marchandise, fois 5 meeples, ce qui ferait un total de 15 points pour avoir vendu ma petite marchandise rouge. Les marchandises vendues seront défaussées et retournées dans la réserve générale des joueurs et les meeples vont rester en place, donc tous les joueurs pourront effectuer leur vente dans cette phase avec les mêmes nombres de meeples sur chacun des quais. Je veux vendre ma grosse marchandise verte qui a une valeur de 6. Je vais venir la vendre à ce quai. Il y a 2 meeples verts, donc 6 x 2, ça va me faire 12 points pour cette marchandise. Et ma grosse marchandise bleue a une valeur de 8. Je pourrais la vendre au quai qui est ici, mais en piochant une carte corruption, mais je la vendrais à x1 puisqu'il y a seulement un meeple bleu. Ou je pourrais la vendre ici à x1 aussi parce qu'il y a seulement un meeple bleu et faire 8 points. Je considère que ce n'est pas assez payant de la vendre à x1. Je vais décider de la garder sur mon étal et de la conserver pour les manches suivantes en espérant qu'il y ait plus de meeple bleus sur les quais de vente pour la vendre à une valeur plus chère plus tard dans la partie. De plus, les joueurs pourront gagner des bonus d'or selon les icônes de mécénat qu'ils ont réussi à activer sur leur plateau joueur. Nous avons vu précédemment dans la phase d'action que l'alchimiste peut fabriquer ses jetons d'Icor pour activer un icône de mécénat. Pour le chronomancien, lorsqu'il gagne des jetons d'heure gelée, il active ses icônes de mécénat. Pour notre ami le forgeron, lorsqu'il se libère un dé dans son four à fusion, il libère et active un icône de mécénat. Et pour le capitaine, lui, ses icônes de mécénat se retrouvent sur son plateau carte et il va les activer s'il a un navire qui se trouve dans le même secteur que cette icône de mécénat. Chacun des icônes de mécénat est associé à un des 4 clans, une des 4 couleurs d'aventuriers. Et lorsqu'on a activé cette icône de mécénat, on va gagner 1 d'or pour chaque aventurier qui se trouve dans la salle de clan de cette couleur. Donc si j'ai activé les icônes de mécénat rouge et bleu sur mon plateau joueur, donc je vais gagner 2 or pour l'icône de mécénat rouge et je vais gagner 4 or pour l'icône de mécénat bleu, ce qui me ferait avancer de 6 sur la piste de score. Si jamais on dépasse 100 or sur la piste de score, à ce moment-là, on va gagner une gemme qu'on va placer sur notre plateau personnel et on va recommencer la piste par la suite. Et lorsque la phase de marché est terminée, on passe à la 4e phase qui est la phase de nettoyage. Premièrement, tous les meeples d'aventuriers qui se retrouvent sur les 3 quais seront remis dans le sac et on va les mélanger. On va replacer les 6 bateaux dans la baie en prenant soin d'en placer 3 de chaque côté de l'île des dragons.
On va ensuite défausser la carte habitant la plus à droite. On va la remettre sous la pioche. On va glisser les cartes par la suite et on va en piocher une nouvelle. Le capitaine, lui, dans la phase de nettoyage, va défausser tous les trésors qui se retrouvent sur son plateau cartes, va les mélanger avec sa réserve de trésors et va placer 4 nouveaux trésors dans les 4 emplacements des îles de son plateau cartes. S'il a des navires qui sont à des emplacements où il y a des trésors, comme ici, à ce moment-là, il va le révéler immédiatement. Et ensuite, on va réinitialiser l'horloge. Donc, on va placer la première souris, celle qui est sur la première aiguille, sur le numéro 1. On va ensuite prendre les marqueurs de temps sans changer l'ordre de tour établi et les placer sur le numéro 2. Et on va ramener le marqueur de phase marché sur le numéro 12. Et on sera prêt à commencer la deuxième manche avec la phase d'arrivée où on va piocher 2 meeples d'aventuriers qu'on va placer dans chacun des 6 navires dans la baie. La seule différence avec la deuxième manche, c'est qu'on a maintenant accès à la case de l'aiguille sur l'horloge. Donc lorsqu'on va avancer sur l'horloge, si je fais une action qui avancerait de 2, je peux décider d'aller faire 1 et 2 pour me positionner sur l'aiguille, ce qui va me donner une heure supplémentaire pour tenter de faire plus d'actions. Mais malheureusement, je vais devoir piocher une carte corruption pour aller à cet emplacement-là, qu'on arrête ou qu'on passe par-dessus. Et on passe aussi par-dessus l'action de charger les navires. Donc on ne piochera pas de meeple à placer dans les navires si on décide d'aller sur une des aiguilles. À la fin de la deuxième manche, on va débloquer la deuxième aiguille. Donc la deuxième souris va se placer sur le numéro 2. Et on va jouer la troisième manche avec les 2 aiguilles disponibles qui fonctionnent exactement de la même façon. Et on va jouer la troisième manche et à la fin de celle-ci, on va passer au décompte final des points. Les joueurs font la majorité de leurs points pendant la partie en vendant leurs marchandises dans les phases de marché. Mais on peut obtenir des bonus de points selon les icônes de clan qu'on a ramassées sur nos cartes habitants ainsi que sur nos cartes corruption. Par contre, on va perdre aussi des points pour chaque icône de corruption qu'on retrouve sur nos cartes corruption et sur nos cartes habitants. Chaque icône de clan va nous rapporter 1 point par aventurier qu'on retrouve dans la salle de ce clan. Par exemple, j'ai 1, 2 et 3 icônes rouges pour le clan des guerriers. Et il y a 7 guerriers dans la salle, donc 3 x 7, ça me fait 21 points. Pour le clan des bardes, j'ai 1 et 2 icônes au total, x 5, ça me fait un 10 points bonus. Pour le clan des magiciens, j'ai aussi 2 icônes pour ce clan, x 5 aventuriers, ce qui fait un autre 10 points bonus. Et je n'ai aucun icône pour le clan des nobles, donc je n'ai pas de points bonus avec celui-ci. Et pour mes icônes de corruption, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au total. Et on va multiplier par le nombre de voyous dans le repère. Donc 9 x 3, ça fait une pénalité de 27 points. On va donc soustraire ceci pour obtenir mon score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de marchandises restantes sur son étal. Sinon, ce sera le joueur qui a le moins de cartes corruption qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à la baie des marchands. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de la baie des marchands? On va commencer par regarder les côtés positifs. Évidemment, c'est une production qui est sortie d'un Kickstarter. Le matériel est splendide. Tout est vraiment de très bonne qualité. Le fait qu'il y ait beaucoup de matériel aussi, parce que chaque marchand a son propre matériel. L'alchimiste a ses billes, le forgeron a ses dés, chacun a ses jetons, chacun a des jetons de marchandises qui sont différents et qui sont thématiques avec son marchand. On a même mis des visuels différents pour toutes les petites marchandises, exemple de l'alchimiste, sont toutes des visuels différents. Ça aurait pu être facilement tout le même, mais on n'est pas tombé dans cette paresse visuelle. Fait que ça montre qu'ils ont vraiment mis l'effort pour faire une belle production et tout est de qualité à l'intérieur. Que dire des magnifiques illustrations de Demiko, qui est probablement un de mes artistes favoris, qui a travaillé sur les jeux, justement la trilogie de la mer du Nord, toute la série de Valeria aussi, les Royaumes de l'Ouest. Bref, un artiste que j'apprécie toujours son travail et c'est encore une fois super bien réussi pour entrer dans cet univers de marchand. Souvent les jeux asymétriques, ça fait un peu peur parce que c'est réputé pour être des jeux qui sont compliqués, qui sont complexes, qui sont durs à apprendre, durs à expliquer aux autres, alors que celui-ci passe un petit peu à côté de ces préjugés-là qu'on
qu'on a sur les jeux asymétriques, parce que dans le fond, il y a juste la phase de production qui est asymétrique. Chaque joueur a vraiment son plateau, ses actions à lui, sa façon de faire des marchandises, mais j'ai pas besoin de connaître comment les autres joueurs fonctionnent pour être capable de jouer une partie, alors que souvent dans un jeu asymétrique, si je sais pas ce que l'autre veut faire, ben, si je veux l'attaquer ou bloquer ou quoi que ce soit, il faut que je connaisse un petit peu son fonctionnement, il faut que je connaisse le mien, fait que ça fait beaucoup de choses à apprendre dans une première partie. Alors que dans celui-ci, tu as juste besoin de te concentrer sur ton marchand et tes choses à apprendre. Tout ce que tu as besoin de savoir sur l'autre joueur, c'est quoi les marchandises qu'il a fabriquées. OK, il y a beaucoup de bleus, ben, je vais essayer de ne pas faire entrer le bateau bleu dans le port pour pas qu'il les vende vraiment cher. Fait que c'est la seule chose que tu as besoin de savoir. Fait que pour ça, c'est vraiment un jeu asymétrique qui est simple à prendre en main, qui a des règles simples, fonctionnement. Le livret de règles est super bien écrit. J'aime beaucoup la décision qu'on ait fait un livre général pour vraiment la structure du jeu, expliquer toutes les phases de jeu, comment ça fonctionne, les 2 actions communes, etc. Et après ça, on a fait des livrets individuels pour les 4 marchands. Chaque livret fait vraiment seulement 3 pages. Fait que c'est facile de... OK, j'explique les règles de base. Après ça, tout le monde se choisit un marchand. Je vous donne votre livret individuel. Vous prenez 5 minutes pour le lire. Et après ça, on est prêt à commencer la partie. Fait que c'est vraiment bien fait, c'est bien structuré aussi. Fait que ça aussi, ça nous aide à mieux embarquer dans un jeu asymétrique, puis de franchir un petit peu ces préjugés-là, puis ces peurs d'embarquer dans un jeu qui est complexe, alors que lui ne l'est pas du tout. Le jeu a une belle durée, on dit 60 à 90 minutes. J'ai fait une partie à 4 joueurs justement pour tester ça et ça nous a pris à peu près ça, même un peu moins de 90 minutes. Fait que c'est quand même assez rapide pour un jeu dans ce style-là. À 2 joueurs, ça peut même prendre 45 minutes là, si on est des joueurs qui sont habitués puis qu'on comprend rapidement notre personnage. Fait que ça, c'est quand même très bien, ça s'éternise pas non plus pour les tours de jeu, c'est que c'est généralement assez rapide. C'est sûr que des fois, on peut être... un joueur peut faire 2 fois une action de suite parce que justement, la façon dont il avance sur l'horloge. Mais généralement, les tours sont assez rapides et les actions sont plutôt simples à exécuter. Ils ne prennent pas beaucoup de temps. Fait que ça garde quand même un bon tempo la majorité du temps. Peut-être moins à 4 joueurs, mais sinon, c'est quand même très bien. Évidemment, le gros attrait de ce jeu, c'est son asymétrie, la façon dont ils ont fabriqué le fonctionnement de chacun des marchands. Il faut dire que les marchands, la manière qu'ils fonctionnent, c'est très thématique aussi. Donc, les mécaniques qu'on a choisi de mettre aussi sont intéressantes. Le fait de reprendre le concept des billes pour l'alchimiste, ça peut nous faire penser à Potion Explosion. Le fait de faire un petit pick-up and deliver avec le capitaine, ça fait jeu de pirate, souvent d'aller chercher des trésors, les ramener. C'est quelque chose qui fait classique jeu de pirate. Donc, on essaie de trouver des mécaniques qui fitaient quand même thématiquement. Puis le matériel qu'on a choisi de mettre aussi pour chacun des joueurs, c'est très bien réussi. Ce que j'aime, c'est évident qu'à chaque partie, tu vas vouloir essayer un personnage différent. Donc, tu vas toujours être un peu en découverte de nouvelles choses dans ce jeu-là. Puis ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les jeux, l'aspect de découvrir des nouvelles choses. Puis qu'on a vraiment un feeling quand même différent à chaque partie. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de découvrir chacune des factions. Puis c'est sûr qu'on va en découvrir peut-être qui vont fitter un peu plus avec le style de joueur qu'on est, qui est celui-là, j'aime vraiment son fonctionnement. Je vais jouer 2-3 games avec lui, je vais essayer de le maîtriser encore plus. Alors que d'autres personnages, on pourrait dire que lui, j'ai pas trop aimé, ça fit pas trop avec ce que j'aime dans les jeux, je les réessayerai plus. Mais à ce moment-là, tu changes de personnage, puis dans les prochaines parties, tu y vas avec ceux que tu as aimés, puis tu vas essayer d'approfondir. Dans le jeu de base, on a seulement 3 cartes voyous, donc puis on a 3 factions de cartes paysans, de cartes habitants qu'on peut acheter. Ça peut peut-être manquer un peu de variété, mais il existe quand même déjà beaucoup d'extensions qui sont disponibles en magasin. Notamment, on a 3 extensions qui ajoutent 3 nouveaux marchands. On a l'éleveur de dragons, qui est une espèce de petit parc à dragons qui ressemble un peu au gameplay des jeux Dinosaur Island, etc., où tu as un petit parc à dinosaures. T'as l'oracle que lui, sa feuille, son plateau personnel, c'est une feuille de roll and write, donc il va écrire avec un crayon effaçable sur sa feuille. C'est quand même assez original. Et on a l'aubergiste qui, lui, va gérer son auberge. Donc ces petites marchandises, ce sera les bières qu'il va servir à ses clients. Puis les grandes marchandises, c'est les chambres qu'il va réussir à louer, donc les lits qu'il va réussir à louer dans son auberge. Donc c'est encore une fois, on est allé chercher des mécaniques qui sont différentes. On a essayé de trouver des mécaniques qui fitaient, qui étaient thématiques avec ce qu'on voulait leur donner. Fait que si on a essayé les 4 personnages, on a fait le tour, bien, on peut se procurer un de ces 3 personnages-là qui sont disponibles en magasin. Fait que ça, c'est intéressant. Mais la petite extension qui est la cachette secrète, une toute petite boîte, puis c'est peut-être celle qui est la plus importante à se procurer, je pense, parce qu'elle veut ajouter justement de la variabilité dans beaucoup de choses, notamment dans les cartes de voyous que je vous ai montrées. Je pense qu'il y en a une douzaine d'autres à l'intérieur. On a d'autres cartes d'habitants, il y a des modules, donc c'est une extension avec un paquet de petits modules qu'on peut mettre. Il y a une affaire, c'est un festival sur l'île des dragons. Il
Il y a des capitaines aussi pour chaque clan. Bref, il y a plein de petites choses intéressantes qu'on peut aller chercher dans cette petite boîte-là, qui est peut-être moins dispendieuse que les grosses extensions, mais qui va ajouter des éléments intéressants dans vos parties pour ajouter un peu plus de variabilité autre que le fait qu'on change de marchand. Sinon, dans cette boîte d'extension-là, il y a aussi un deuxième mode solo qui a à peu près une douzaine de scénarios solo qui sont conçus. Fait que si vous achetez ce jeu-là pour y jouer en solo principalement, mais je pense que c'est un must, la petite extension, la cachette secrète. Sinon, dans le jeu de base, il y a aussi un mode solo qui fonctionne avec le colporteur, donc il vient avec son propre plateau et son propre petit livret de règles, qui a encore une fois trois pages environ, qui est à peu près le même format que les joueurs. Fait que c'est vraiment de jouer une partie un contre lui en solo. Il va avoir une façon de créer ses marchandises, il va les vendre selon la priorité, etc. Fait que bref, c'est une partie qui est intéressante pour jouer en solo, mais c'est toujours la même partie solo. Alors que dans les scénarios, ben là, de la cachette secrète, ben ça va rajouter encore plus de variété pour vos défis solo. Fait que ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, pour les côtés négatifs, après avoir joué les 4 personnages de la boîte de base, j'ai trouvé que le capitaine était peut-être le moins intéressant des 4 parce qu'il y a beaucoup de hasard dans son fonctionnement. Donc, on tourne la boussole pour savoir de combien on peut se déplacer ce tour-là quand on veut faire cette action-là, qu'on va faire généralement un tour sur 2 parce que c'est l'action principale pour déplacer nos navires. Et aussi le fait de hasard dans les marchandises, les trésors sont placés au hasard sur les îles, fait qu'il faut que je me promène, il faut que je les découvre. Ok, ben ce tronc-ci, le vert vaut cher, fait que je vais essayer d'aller chercher un vert à la place parce que les rouges, il n'y a presque pas de meeple rouge à l'endroit je peux les vendre. Donc, beaucoup de hasard à l'intérieur de celui-ci. Fait que si vous êtes un joueur qui ne tripe pas sur les décisions, qu'il y a beaucoup de hasard dedans, ben probablement que vous n'aimerez pas votre expérience avec le capitaine. Par contre, j'ai trouvé que les 3 autres de la boîte de base, le chronomancien, le forgeron et l'alchimiste sont intéressants à découvrir et sont intéressants à jouer. Fait qu'il y a peut-être juste le capitaine faire attention avec ça. C'est un jeu de gestion, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Chacun fait vraiment ses petites affaires sur sa boutique. Par contre, on a une interaction qui est indirecte avec les bateaux. Le fait qu'on met des meeples dans les bateaux, on choisit sur quel quai on les envoie et ça influence beaucoup sur le prix des marchandises. Et évidemment, on peut quand même bloquer un autre joueur en voyant qu'un autre joueur, lui, a fabriqué 2 grosses marchandises bleues. Ouais, mais là, le bateau qui a 3 bonhommes bleus dedans, moi je vais en mettre un autre d'une autre couleur, puis je vais l'envoyer sur le quai des petites marchandises. Comme ça, il ne pourra pas vendre ses grosses marchandises bleues. Fait que l'interaction, vous allez la chercher comme ça, mais ça fait très take that. Donc, dans un jeu de gestion comme ça, peut-être qu'on ne s'attend pas à ce côté-là de jouer du coude avec les bateaux. Moi, ça ne m'a pas tant dérangé personnellement, mais je sais que des joueurs qui s'attendent vraiment parce que c'est vendu comme un jeu très euro, mais vont peut-être être surpris par cet élément-là. Et justement, j'ai joué la majorité de mes parties à 2 joueurs et une partie à 4 joueurs et j'ai trouvé que justement les bateaux, à 2 joueurs, on a beaucoup d'influence sur ce qui va se passer parce qu'on va mettre des jetons sur l'horloge qui vont nous permettre de placer des fois 2 meeples. Donc on va en piocher 2 et on va les placer les 2 sur les bateaux. Et quand on place 2 d'un coup, c'est facile de finir un bateau et de l'emmener à l'endroit où je veux. Fait que tu as beaucoup plus de contrôle, je trouve, dans une partie à 2 joueurs. Fait que ce côté-là, take that va te faire moins paraître si on veut. Puis tu vas trouver ça peut-être un peu plus stratégique, un peu plus gratifiant. Alors qu'à 4 joueurs, honnêtement, c'est très chaotique. Tu n'as vraiment pas beaucoup d'influence sur ce qui va se passer parce que généralement les 3 autres joueurs vont jouer avant que je rejoue. Fait que là, peut-être qu'ils vont choisir tous les bateaux qui vont accoster, puis moi j'en aurais pas choisi un. Donc tu as très peu de contrôle et ça peut être frustrant parce que évidemment ça a une grosse influence sur la vente de tes marchandises. Finalement, je pense qu'il y a une petite lacune dans le marketing de ce jeu-là sur sa campagne Kickstarter. On le comparait à Root, on disait un jeu euro aussi asymétrique que Root. Oui, la symétrie est grande dans ce jeu-là, mais même si Root était très populaire à l'époque de cette campagne Kickstarter, je pense que c'était une erreur de le comparer à celui-ci parce que c'est loin d'être des jeux qui sont aussi complexes. Et les gens qui tripaient sur Root et qu'on a utilisé ça comme analogie, ont dit « Ah ben là, j'ai vraiment trippé sur Root, sur la complexité de la symétrie dans Root, je vais me lancer dans ce jeu-là. » Et quand ils ont commencé à jouer, ben, probablement qu'ils ont resté sur leur appétit parce que c'est loin d'être un jeu qui est aussi profond. Donc c'est peut-être une de ces lacunes à ce niveau-là. C'est un jeu qui est vraiment bon pour découvrir plein de mécaniques, mais c'est pas un jeu qui va en profondeur dans aucune des mécaniques qu'il nous présente. Donc tu peux initier quelqu'un au placement de dés en lui faisant jouer le forgeron, mais si tu donnes ça à un joueur expérimenté d'euro, ben il va trouver ça vraiment de base, c'est peut-être un peu répétitif et redondant. Donc il faut être conscient que c'est pas un jeu où il y a une grosse profondeur stratégique. C'est pas un jeu où on va vouloir jouer 5-6 parties avec le même marchand. Honnêtement,
Je pense qu'après 2 parties, tu as pas mal fait le tour d'un personnage. Ça fait quand même 8 parties dans ta boîte de base. Moi, ça me suffit amplement. Mais si vous êtes le genre de joueur qui jouait 20-30 parties du même jeu quand vous en achetez un parce que vous en achetez pas souvent, c'est peut-être pas le jeu que vous devriez viser à vous procurer. Somme toute, la baie des marchands, moi j'ai bien aimé mes expériences, j'ai bien aimé la découverte justement de chaque marchand. À chaque fois que j'ai rejoué, j'ai pris un marchand différent évidemment pour pouvoir les découvrir tranquillement. J'aime l'originalité qui a été faite dans cette asymétrie-là, le fait qu'on a cherché la thématique de chaque marchand et tout ça. On nous présente des mécaniques de façon introductives qui sont intéressantes. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien à l'intérieur du jeu. Que dire de la production qui est stellaire, du super beau visuel. Mais je pense que c'est la plus grande lacune. Je vais faire une comparaison pour mes amis qui sont enseignants dans le réseau scolaire québécois. La baie des marchands, c'est comme la réforme scolaire, donc on voit plein de mécaniques, mais on les voit seulement en surface et pas en profondeur. Fait que ça ressemble un peu à ça, la réforme scolaire dans mon domaine des sciences. On voit plein de concepts, mais on les voit tous en surface et on n'explore vraiment rien en profondeur. Fait que c'est vraiment ce principe-là. C'est vraiment un jeu qui est fait pour découvrir ou pour initier à des nouvelles mécaniques. Donc pour toutes ces raisons, je vais lui donner une note de B-. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'août 2021. Concours dans lequel vous pourrez gagner une copie de Carcassonne 20e anniversaire, édition spéciale. Notre question du jour est la suivante. Si vous aviez inventé un nouveau marchand pour le jeu La Baie des Marchands, que serait-il? Et si vous avez une idée de mécanique pour aller avec votre idée de marchand, vous nous laissez ça aussi en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on crée, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.